Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale adopte un projet de coopération commerciale, économique et technique entre notre pays et la Turquie. Le ministre de l'Habitat s'informe à Nouadhibou sur l'avancement des projets au niveau des quartiers Tarhil. Nos pèlerins en direction du mont Arafat après avoir passé la journée à Minan. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Les députés réunis aujourd'hui en plénière ont examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération commerciale, économique et technique signé entre notre pays et la Turquie. L'accord encourage la facilitation et la diversification des échanges commerciaux et la coopération technique entre organisations, entreprises et firmes dans les deux pays. Compte rendu de Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence du député Ahmedou El Hamoud, vice-président de cette Chambre, a porté sur l'examen d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération commerciale, économique et technique signé en 2005 entre notre pays et la Turquie. Après la lecture du rapport de la Commission des relations extérieures sur le projet de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont loué cet accord et recommandé d'œuvrer constamment à développer et diversifier les relations avec tous les pays du monde et de ne pas se limiter aux relations traditionnelles de la Mauritanie malgré leur importance, insistant sur l'intérêt de promouvoir les relations avec les pays du Sud. Autres interventions ont soulevé des questions se rapportant au secteur des affaires étrangères et de la coopération. Dans son intervention devant les députés, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires du Maghreb arabe a rappelé la place qu'occupe la Turquie en tant qu'État émergent avec lequel nous avons, a-t-il dit, des liens de fraternité et de coulures très anciens. M. Hamid Hamouni a ajouté que cet accord est de nature à servir de cadre organisationnel pour les relations existantes entre les deux pays, tout comme il encourage les investissements et facilite les échanges commerciaux entre les deux pays, contribuant ainsi à créer des entreprises commerciales et industrielles mixtes, entre autres choses. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi relatif à l'accord de coopération avec la Turquie. Destination à présent Nouadhibou, où plusieurs projets de développement en cours de réalisation dans les quartiers Tarhil ont été visités par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. L'occasion pour M. Baye Bokar de réitérer aux populations l'engagement du président de la République de construire 1100 logements destinés aux familles pauvres. Dans quelques jours, les jeunes du quartier Tarhil à Nouadhibou auront un espace dédié à leurs activités culturelles et de divertissement. Une maison de jeunes moderne sera livrée avant la fin du mois. Et c'est précisément dans ce cadre que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Baye Bokar, s'est rendu dans cet édifice pour s'assurer du bon déroulement des travaux et du respect des délais d'achèvement de ces travaux. L'occasion pour le ministre de suivre les explications se rapportant à ce projet et de donner instruction pour que les délais de livraison du bâtiment et les normes de sa construction soient respectées. Autre chantier visité par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire à Nouadhibou, il s'agit de la future mosquée de 1000 places. Sur place, M. Baye Bokar a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer les travaux. Le ministre, qui a eu à constater parfois un non-respect des normes, a aussitôt ordonné de faire remplacer tout le matériel non conforme. Et au collège de Tarhil, un autre chantier exécuté par le département de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au niveau de la capitale économique, M. Baye Bokar a constaté certains retards. Pour en pallier, le ministre a ordonné la mise en place d'un nouveau planning d'exécution des travaux pour qu'ils soient achevés dans les meilleurs délais. Au terme de ces visites de terrain, le ministre a fait ces déclarations. Conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, nous devons suivre l'ensemble des chantiers de l'État. Quand nous commençons un chantier, quand nous posons la première pierre,
les populations doivent comprendre que nous suivons le chantier dorénavant du début jusqu'à la fin. Nous sommes ici dans un quartier, Tarhil à Nouadhibou, qui est véritablement un symbole de ce que souhaite de la politique du président de la République. Ça veut dire choisir les meilleurs endroits, notamment ici à Nouadhibou, les meilleures terres et les destiner aux plus démunis. Mais ça ne suffit pas. On les a accompagnés de l'ensemble des équipements collectifs. Nous venons de visiter tout à l'heure la maison des jeunes, une très grande maison des jeunes, aux normes. Nous avons par la suite visité la mosquée, grande première dans cette république islamique. Nous sommes bien une république islamique. Avant, l'État ne construisait pas les mosquées. Vous savez bien qu'est-ce qui construisait les mosquées. Aujourd'hui, le président de la République a pris la décision que dans tout ce que nous faisons comme équipement collectif, il doit y avoir une mosquée, un lieu de culte qui soit acceptable, qui soit aux normes, pour que les populations puissent davantage raffermir leur foi. Parce que n'oublions pas que nous nous appelons la République islamique de Mauritanie. Le ministre a saisi l'opportunité de cette visite pour rencontrer les leaders d'opinion au niveau de la ville de Nouadhibou. Objectif, mobiliser les citoyens pour prendre part au Ravel, les encadrer et renouveler l'attention accordée par l'État aux franges les plus démunies. Ici à Nouakchott et dans le cadre toujours des activités du département de l'habitat, l'opération de recasement des populations du quartier Lakrega a débuté aujourd'hui. 200 familles issues de cette zone fortement touchée par les dernières pluies ont reçu des terrains dans la zone de Tarhil. Compte rendu Mohamed Emel Bakar. C'est le déménagement au niveau du quartier Lakrega dans la commune de Darnaïm. 200 familles ont en effet souscrit au Conseil des pouvoirs publics qui les ont encouragés à quitter cette zone inondable qui du reste a été très affectée par les dernières pluies. Venu superviser l'opération de déménagement, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que les familles recensées seront recasées dans la zone de Tarhil où des terrains leur ont été attribués. Il a précisé que toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les déplacés. Ces derniers se sont réjouis de cette décision, reconnaissant que le quartier de Lakrega est inhabitable. L'endroit, disent-ils, est marécageux et offre un cadre malsain. L'ADU, l'agence de développement urbain à laquelle on a confié la distribution de parcelles, a effectué sur place un tirage au sort des terrains pour en assurer la transparence. Les ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles ont supervisé aujourd'hui au niveau du lycée commercial une session de formation dans le domaine du secrétariat bureautique. Cette formation qui dure 20 jours vise à doter les participants des compétences nécessaires, particulièrement dans le domaine administratif. Compte rendu cette fois-ci de Malika Nakli. Cette session de formation organisée conjointement par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles dans le domaine du secrétariat bureautique vise à rehausser les compétences d'une trentaine d'employés administratifs. Les participants suivront pendant 20 jours des exposés se rapportant aux techniques du secrétariat administratif, aux programmes bureautiques et aux technologies de l'Internet, ainsi qu'à l'informatique, comme le traitement des textes, les courriers électroniques. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Lalla Menti Cherif, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a souligné l'importance de cette session du fait qu'elle contribuera à doter les participants des compétences nécessaires pour le travail administratif quotidien indispensable dans les secteurs publics et privés. Elle a indiqué également que cette session s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme du département dans le domaine de la formation pour l'année 2013 pour contribuer à hisser le travail administratif de façon particulière ainsi que pour promouvoir la profession de secrétaire de manière générale. Elle a indiqué également que le développement urbain est considéré comme étant la colonne vertébrale du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, soulignant que ce programme a été traduit par le gouvernement du Premier ministre, le Dr Moulay Mohamed Lakhdaf, sur le terrain de la réalité. Madame la ministre a affirmé par ailleurs que son département poursuivra ses efforts de préservation et de diffusion de la culture du pays, d'éducation sociale et économique des jeunes, de promotion des sports et de la formation continue des travailleurs. Les organisateurs de cette session de formation ont indiqué
que cette session s'inscrit dans le domaine des priorités et des spécialités de sa structure visant à doter les jeunes d'aptitudes administratives et techniques nécessaires à l'accès au marché de l'emploi et à la réduction du chômage. Ils ont souligné également que le département de l'emploi et de la formation professionnelle a exécuté plusieurs programmes de formation au profit des jeunes désireux de développer leurs connaissances et leur expérience professionnelle pour accéder au marché de l'emploi. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a, en compagnie de ses homologues de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles, effectué une visite d'inspection aux différentes sessions. Visite au cours de laquelle Madame la ministre a reçu d'amples explications quant aux différentes sessions qui se déroulent au sein de l'établissement. Ces sessions de formation bénéficient de tout l'équipement nécessaire et à la pointe du progrès. Des nouvelles de nos pèlerins. Ils se trouvent ce soir à Minan, qu'ils ont regagné en provenance de la Mecque. Ils seront demain sur le mont Arafat, où ils se resteront toute la journée avant de quitter au crépuscule pour Al-Muzdalifa. Nos envoyés spéciaux qui accompagnent plutôt nos pèlerins nous ont fait parvenir leurs impressions sur les conditions de séjour aussi bien à Médine qu'à la Mecque. Les conditions sont un peu déplorables. Bon, il n'y a pas d'eau aussi. Bon, l'ascenseur fait des problèmes. Bon, en tout cas, c'est un peu médiocre. C'est un peu médiocre, mais ça va, on s'adapte parce que la situation impose. Les pèlerins sont obligés de supporter, d'endurer les conséquences parce qu'ils sont venus pour ça. Les conditions d'hébergement sont bonnes. Nous avons pu aujourd'hui faire quelques-uns de nos devoirs religieux, notamment le Tawaf al-Qudum, qui consiste à faire 7 tours de la Kaaba et les tours également que l'on effectue entre As-Safa et El Marwa dans le cadre de Sa'i. Nous aimerions également que pour les prochaines étapes, cela se passe dans de bonnes conditions. Ici à Nouakchott, le pèlerinage pour certains, c'est de se retrouver le jour de la fête parmi les siens. Cela nous amène à parler de l'ambiance qui prévaut en ce moment dans les gares routières, pris d'assaut par les nombreux voyageurs. Ces derniers se plaignent particulièrement de la désorganisation qui règne dans les gares. Compte rendu de Mohamed Abdallah Ulab. Ce matin, au garage de Rosso, Mohamed est encore sous l'effet de la surprise. Les prix des transports sont élevés, de même pour les bagages. C'est la fête des moutons. Je suis venu ici, on m'a dit que le pass est augmenté à 3 000, 3 500, or que nous ne savions pas comme ça. Lorsque nous rentrons, on rentre, bon, ici jusqu'à Rosso, c'est environ 2 000. Le maximum, c'est 3 000. Pourtant, Eid al-Adha apporte l'enthousiasme partout. Cette station de transport connaît depuis une semaine une affluence remarquable. Chacun est pressé pour rejoindre les siens. Le maçon Ablaï va rencontrer bientôt sa famille au Sénégal. On est très content sur la Mauritanie. On est là, on travaille jusqu'à on trouver l'argent, on voulait partir en fait Sénégal là-bas. Les stations de transport souffrent de plusieurs problèmes, tels que la dégradation de l'état des véhicules, le non-respect des horaires de départ et d'arrivée, et surtout les manques d'organisation. Il faut l'organisation d'abord, parce que tout ce qui n'est pas l'organisation ne part pas. Et l'organisation en sincérité, ça manque. Mais les chauffeurs expliquent ces lacunes par d'autres facteurs. Et les voitures ne sont pas bonnes. Mais on peut dire, parce qu'il y a les voitures de Rosso Nouadhibou, quand tu pars à Rosso, tes voitures sont cassées. On ne peut pas avoir une amortisseur, même pas un mois. Donc si les routes sont bonnes, il n'y a pas de voitures, les voitures sont propres. Et si la route n'est pas bonne, la voiture ne peut pas être bonne. Bien que les conditions soient parfois difficiles, une chose est sûre, la fête a ranimé le secteur du transport. La page politique de ce journal, nous la commençons par la conférence de presse organisée aujourd'hui par l'UFP, le parti de l'Union des forces du progrès. Mohamed El Mouloud, président de ce parti, a rendu compte de l'atmosphère du débat qui a prévalu au sein du parti.
Donc j'ai dit que il n'est pas fréquent de rendre compte du déroulement des choses à l'intérieur d'un parti, mais je dois le faire à cause de l'attention et l'intérêt qu'a porté l'opinion publique au déroulement de ce bureau exécutif. Je dois vous dire clairement, et sans chercher à cacher la réalité, que le déroulement du débat et les délibérations de ce bureau exécutif se sont passées dans les normes du parti, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable débat libre, très franc, et très profond, mais toujours dans les limites de l'esprit de parti et du souci de préserver l'unité et d'une simple expression de l'opinion. Et donc il n'y a jamais eu de camp. Il n'y a jamais eu de camp comme la presse par moment a pu le rapporter. Il n'y avait pas un match et il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Lorsqu'il s'est agi de prendre une décision, pratiquement, il y a eu un quasi-consensus sur la décision qui a été prise. Et d'ailleurs, le résultat du vote vous le démontre. Bien des gens qui étaient pour la participation ont voté pour cette résolution qui a été décidée par le bureau exécutif. L'UPR enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit d'un groupe de jeunes issus de l'UFP. Le porte-parole de ce groupe a déclaré que leur adhésion intervient après une lecture minutieuse de la situation politique dans le pays, précisant que le programme de réforme du président de la République répond à leurs attentes. La secrétaire exécutive de l'UPR chargée de la société civile et le représentant de la Fédération 1 de Nouakchott, chargé des sections, ont tous deux souhaité la bienvenue au nouveau groupe, précisant que l'UPR est ouvert à l'ensemble des forces vives du pays. Autre parti en activité, celui de l'unité et du développement, qui a organisé hier soir dans la Muqata'a de Sabra un meeting de sensibilisation destiné à inciter ses militants à se faire inscrire sur la liste électorale et à participer activement aux prochaines élections. Le coordinateur national du Parti de l'Union et du Développement s'est félicité de l'action des partis de la coordination du changement constructif aux prochaines échéances électorales. Les dirigeants africains réunis en sommet extraordinaire à Addis Abeba ont convenu au terme de leurs travaux qu'aucune poursuite ne devait être engagée devant un tribunal international contre un chef d'État ou de gouvernement en exercice. Ils ont demandé le sursis des poursuites contre le président et le vice-président du Kenya en vertu de l'article 16 du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale qui permet au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer à la CPI la suspension de toute enquête ou poursuite pour une durée d'1 an, renouvelable de facto indéfiniment. L'appel du sommet de l'Union africaine pour une immunité des responsables de gouvernement a été jugé déplorable par Amnesty International. En Inde, cette fois-ci, le cyclone Phéline, le plus violent qui a frappé le pays depuis 14 ans, a causé la mort de 14 personnes, sans doute grâce au vaste mouvement d'évacuation de centaines de milliers de personnes organisé avant l'arrivée de la tempête. Phéline a atteint les côtes orientales du pays hier soir avec des vents dépassant les 200 km/h. À Gopalpur, des centaines d'habitants terrifiés ont passé la nuit dans des abris, des écoles et des bâtiments publics. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte un projet de coopération commerciale, économique et technique entre notre pays et la Turquie. Le ministre de l'Habitat s'informe à Nouadhibou sur l'avancement des projets au niveau des quartiers Tarhil.
Nos pèlerins en direction du mont Arafat après avoir passé la journée à Minan. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Au revoir.